Nicolas de venir ici. Je vois que tu nous considères comme des sauvages. Ben, ça tombe très bien, puisque le problème est là. Voilà. Donc, en fait, je vais tout te dire. Tu avais, il y a assez longtemps, parce que ça s'était passé rue Monsieur le Prince, tu nous avais fait un exposé que j'avais trouvé génial. C'est sur justement ce genre de sujet. J'espère que c'était pas le même. Non, pas du tout. Il s'agissait d'un palais minoen construit. Oui. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça très... jamais oublié cet exposé. Et donc, quand il a été question de parler, de voir une perspective décentrée sur les Romains et les Grecs, je me suis dit que tu étais l'homme de la situation. Et tu as très gentiment accepté. Donc, merci. Et bon, on t'a mis de mauvaise humeur, je suis désolée. Non, mais ça passera. Tu vas voir que la passion avec laquelle on va t'écouter va te remettre de bonne humeur. C'est merveilleux. Donc, alors, je rappelle rapidement quand même que égyptologue bien sûr, directeur au Caire de l'école, ce qu'on n'appelle plus l'école du Caire, et ensuite professeur d'égyptologie au Collège de France. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je ne crois pas. Sauf être invité ici. On peut toujours faire pire. Bon, je te laisse la parole. Merci Florence. Tu as la parole pendant... Bon, écoutez, je vais, en me réjouissant que cette université ait l'électricité, je vais, si vous voulez, commencer à parler avec vous. Donc Florence m'a demandé de venir ici. Je suis effectivement décentré. Je ne suis pas dans le cœur de vos préoccupations. Et on parlera un peu des Grecs. Pas beaucoup, mais un peu. Pas du tout des Romains. Je vous mets à l'aise tout de suite. Mais on va plutôt parler de la façon dont les Égyptiens voyaient le monde extérieur. Puisque c'est un peu l'idée de croiser, je pense, ce regard. Si j'ai bien compris, vous êtes tenté une définition de l'altérité. Et cette définition, vous la faites dans un monde que nous connaissons bien, qui est la culture classique, qui est notre culture. Moi, je vais vous proposer une vision qui ne procède pas de cette culture classique. Donc, on va sortir de l'héritage grec, romain et judéo-chrétien pour voir comment une population et un pays qui a une longue histoire, puisque les éléments que je vais vous présenter sont extraits de 4000 ans d'histoire à peu près, en gros, et comment, à travers cette longue durée, ils ont perçu un monde extérieur qui a beaucoup changé au cours de cette durée. Il faut bien voir que le monde extérieur du 3e millénaire avant notre ère est totalement différent de celui que les Égyptiens voient au 1er millénaire avant ou au 1er millénaire après. Donc c'est intéressant de voir si cette différence a modifié leur regard et leur perception de l'autre. Tout d'abord, je crois qu'il faut poser un ou deux jalons. Ça marche, ça? Bon, je crois qu'il ne faut peut-être pas trop en demander. Avec ça? Non, même pas. Avec ça? Oui, mais je pense que j'ai essayé les flèches. La flèche qui va vers le bas? Oui, je l'essaye aussi, mais elle s'en fiche. Votre roulette russe est vraiment une roulette russe. Il n'y a pas de balle dans le barillet. Je crains de porter un peu la poisse à votre matériel. C'est PowerPoint là ou... Non, on ne peut pas faire plus basique. Je suis désolé, mais à part faire des gestes, maintenant, je ne peux rien faire de bon. Ouais, là-haut, Maxime. Oui. Dans la barre à côté, pardon. Bon, je continue en essayant de rester un pas vide. Pour comprendre le système, il faut bien comprendre que les Égyptiens fonctionnent dans un système qui leur est totalement propre. C'est-à-dire que leur vision du cosmos n'a pas d'équivalent réel, ni chez leurs voisins, ni chez ceux qui leur sont postérieurs. Pour eux, le monde procède... Ah, et vous me dites comment vous avez fait? Barre d'espace. On peut remonter? Ah oui, à la main, d'accord. Okay, d'accord. C'est déjà ça.
Alors, on va essayer que voilà. Ah, c'est quand même mieux le PowerPoint parce que c'est au moins cadré. Bon, enfin, pas grave. Oui, je disais donc que tout procède de la conception même qu'ils ont de la création de l'univers dans lequel ils évoluent. Pour eux, la création du monde est un fait unique. Hein. Il n'y a pas de notion de cycle, il n'y a pas d'âge d'or, il n'y a pas de répétition historique. C'est une sorte de Big Bang, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une première fois, ce que d'ailleurs ils appellent la première fois. Et cette première fois, elle est constituée à partir du paradigme du Nil, qui s'imposait à eux dans la mesure où, comme vous le savez, il faut attendre que le néolithique s'installe pour que ce qu'on appelait le Nil sauvage s'arrête, à partir de la sahélisation des zones proches de la vallée. Et c'est la régulation du Nil qui va permettre de constituer une société, une civilisation qui va être essentiellement axée justement sur le fleuve. Alors, la création du monde, eh bien, elle se fait à partir de l'inondation, c'est-à-dire que pour les Égyptiens, il y a au début, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est de grands ténèbres avec de l'eau. Enfin, pas tout à fait de l'eau, une sorte de bouillon amniotique dans laquelle des batraciens s'évertuent à se reproduire. C'est une image peu poétique présentée par moi, mais beaucoup plus si on suit la cosmologie hermopolitaine. Et de ces accouplements de 4 de ces batraciens va naître un œuf, et cet œuf va se retrouver dégagé par les eaux au moment de l'arrestation de la crue. Autrement dit, il y a une sorte d'îlot de sable. Sur cet îlot de sable, cet œuf est déposé. Bon, tout est dit. Cet œuf va éclore, c'est le soleil va séparer les ténèbres du jour, et ainsi de suite, et va constituer un monde qui part de ce point zéro, et dont l'étendue va aller en s'augmentant au fur et à mesure du temps. En gros, au fur et à mesure de la connaissance accrue par les Égyptiens du monde qui les environne, ils vont petit à petit agréger tout ce qui n'était pas à l'origine dans leur monde. Alors, au début, le monde est simple, si je puis dire. Il y a les Égyptiens et il y a juste les quelques régions autour. Puis ensuite, il va falloir rendre compte, on va le voir, d'éléments extrêmement différents, du monde égéen, bien évidemment, mais jusqu'à Rome, on va avoir besoin d'accroître en quelque sorte cette vision. Donc le monde est simple, il y a le noyau qui est le monde réel, et puis il y a les franges. Ces franges sont par nature hostiles, car elles ont pour vocation de faire que le monde vienne en récession, et que le mouvement dynamique qui s'est instauré s'arrête, voire se réduise. Donc pour les Égyptiens, le monde extérieur est un monde qui doit être pacifié et qui est l'objet d'un combat permanent. Alors ce combat, évidemment, sur le plan mythologique est clair, mais il va se traduire par ce qu'ils considéraient comme des mises en ordre de l'univers, les guerres. Les pharaons successifs vont se battre. Ils vont se battre non pas tant pour accroître leur puissance que pour éviter d'être dévorés par les autres, comme les autres avaient très faim, que ce soit les Hittites, les Mitanniens, plus tard les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains. Ils ont eu évidemment à mettre en place des stratégies qui faisaient qu'ils se définissaient, eux, comme égyptiens, humains, si vous voulez, et les autres n'entraient pas dans ces catégories-là. Donc on a dès le début un regard sur l'autre qui est très particulier. Alors, ou bien l'autre s'assimile, c'est-à-dire que la partie du monde dans laquelle il vit entre dans le système égyptien, ou il ne s'assimile pas. Ajoutez à cela que les Égyptiens parlent une langue absolument impossible. Une langue impossible avec une notation absolument hors du commun. Si vous ne maîtrisez pas plus d'un millier de signes, vous ne pouvez même pas écrire comme un enfant de 6 ans doit écrire. Ça les a coupés beaucoup du monde extérieur. Au moment où le Proche-Orient et le Moyen-Orient ont été les lieux de grande circulation, mais on n'a jamais pris la langue égyptienne comme langue vernaculaire. On a pris un système plus simple, plus basique, les cunéiformes, qui ont petit à petit, grâce à Ougarit, petit à petit vont amener à la conception de l'alphabet. Ce qui fait que la civilisation pharaonique, dans ce monde dans lequel elle évolue, se trouve à la fois dominante militairement, économiquement à certaines époques. Il y a un grand empire égyptien au deuxième millénaire, et en même temps totalement coupé des autres pays
par cette difficulté à communiquer. Les rois, au deuxième millénaire, les grands pharaons communiquent en akkadien. Les archives d'Amarna sont en cunéiforme. C'est-à-dire que, et je dis bien, le roi connaît les cunéiformes. Alors certains sont plus, comment dire, des gens qui se battent que des lettrés, mais la cour, de toute façon, utilise cette langue et correspond dans cette langue. Donc on a, et c'est d'ailleurs intéressant pour nous, on a toute une correspondance abondante qui commence en fait au début du deuxième millénaire avant notre ère, avec le Proche et le Moyen-Orient, mais jamais en égyptien. Alors, on parlera tout à l'heure, en conclusion, on dira 2 mots de l'égyptianisation et des modèles égyptiens, mais il faut bien retenir que c'est à sens unique. Donc, c'est aux Égyptiens à se mettre au goût des autres et non pas l'inverse. Ce qui fait que leur regard sur les autres va être très complexe. Grosso modo, on pourrait dire que pour eux, l'autre, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, parce que d'abord on ne parle pas la même langue, et en plus il est dans un système de référence qui est différent du système égyptien. Alors quand on regarde ce que ça donne dans les représentations des étrangers, bon ici c'est une pompe thébaine, ce sont des scènes extrêmement connues, c'est des scènes d'apport de tribus. Et alors rien que le fait qu'on présente cela sous forme d'apport de tribus décrit le type de relation tel que le système égyptien veut qu'il existe. En fait, non, ils commercent avec eux, mais c'est présenté comme un mode de soumission. Donc l'autre, le non-égyptien, va devoir se soumettre, même si c'est purement théorique. Et donc c'est présenté comme un afflux de richesse. Bon, alors là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici, au registre supérieur, vous voyez, des produits qui sont, et des gens qui sont, vous reconnaissez des vases métalliques, etc., en fait, qui sont catalogués crétois. Mais enfin, en fait, pas crétois, c'est syrien, c'est de l'art métallique, mais les Égyptiens les représentent tous de la même manière. Ils les représentent comme les Keftiyou, les peuples crétois. Quand vont arriver les Hellènes, qui vont se mettre en quelque sorte dans les pantoufles des crétois, l'iconographie sera la même. On ne va pas changer. Seulement, ce ne sont plus les mêmes acteurs, mais ils sont dans le même sac générique, si je puis dire. Alors, attendez, je vais essayer sans tout casser. Alors, les Égyptiens sont très conscients de la différence. Mais cette différence va être marquée parce que, bon, on va représenter les gens dans leurs habits traditionnels. Donc, eux se différencient, ils ne sont pas vêtus à l'égyptienne, et ils sont caractérisés par cet aspect extérieur. Mais pas plus. Ils sont aussi caractérisés par les produits qu'ils apportent. Comme, vous savez bien qu'en Égypte, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas d'ours non plus. Donc, il y a aussi ce regard étonné sur les peuples étrangers. Les peuples étrangers, ce sont des pays dans lesquels l'Égyptien est surpris par ce qu'il voit. Quand les militaires vont au Liban en suivant leurs généraux pour aller se battre contre les méchants Hittites au milieu du deuxième millénaire, ils découvrent la neige. Ils traversent des cols qui sont enneigés. Bon, alors, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Qui s'explique d'autant moins que des phénomènes qui sont naturels dans les autres pays, la pluie, la neige, autres, ne le sont pas en Égypte. En Égypte, la pluie n'est pas une bénédiction, c'est une catastrophe. Parce qu'elle détruit tout ce qui est en terre crue, en argile. Donc leur regard va être forcément détourné, va être dévoyé, et ils vont avoir tendance à juger ce qu'ils voient à l'extérieur, à l'aune évidemment de leur propre culture. Bon, c'est pas Hérodote et les sauvages, hein, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne comprend pas très bien pourquoi. Donc ça, c'est, si vous voulez, les cadres généraux. Alors, est-ce que ça marche, ça, maintenant? Ah, ça marche, mais lentement. Oups. Alors, c'est ce que je disais à l'instant sur l'étrangeté. Je donne juste cet exemple, il y en aura un ou deux autres, et puis après ça, on passera à autre chose. Ils sont surpris par l'aspect physique de populations qui sont différentes de ce à quoi ils sont habitués. Ici, ce sont des reliefs de Punt, de l'expédition à Punt, qui a été fait par la reine Hatshepsut. Bon. Alors c'est un mauvais dessin, mais vous voyez tout de suite sur ce dessin, il y a une femme particulièrement disgracieuse, si vous voulez, qui est la reine de Punt. Bon, cette reine de Punt, elle est bien connue, elle est représentée avec des difformités physiques
qui ne sont pas une critique, c'est pas de l'humour, c'est les Égyptiens la représentent telle qu'ils la voient. L'humour, vous l'avez là, sur cet ostracone qui, je crois, est à Berlin, c'est ça, oui. Et sur cet ostracone de Berlin, vous avez une caricature de la reine de Punt. Mais ici, ce n'est pas une caricature. D'ailleurs, vous voyez que ceux qui l'accompagnent, les Puntites, ces sujets sont eux complètement, je veux dire, tels qu'ils devaient être. Alors, ça aussi, c'est intéressant, c'est que les Égyptiens, sans porter de jugement, ni de race, ni de genre, etc., décrivent ce qui, pour eux, est extraordinaire. Ils le décrivent simplement, à telle enseigne que les chercheurs, nos contemporains, peuvent utiliser ces représentations pour interpréter. On a retrouvé des traits ici, qui sont des traits négro-soudanais, que l'on va pouvoir retrouver dans l'art méroïtique, etc. De même, ces étrangetés qu'ils voient, eh bien, ils vont les représenter. Vous avez par exemple à Karnak, j'en ai pas de photo là, parce qu'il fallait bien faire des choix. Vous avez à Karnak une représentation qui est celle qu'on appelle le jardin botanique, qui est près du sanctuaire héliopolitain, au fond, au-delà de la cour dite du Moyen Empire. On y représente des plantes déviantes, des monstres qui existent. Une collègue a fait sa thèse là-dessus et elle a étudié. Et elle a étudié en partant des herbiers de Kew, etc. C'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des anomalies de la nature qui sont repérées en tant que telles. Alors, ces anomalies, elles sont indiquées parce que, en fait, elles correspondent à un monde non égyptien. C'est-à-dire que en Égypte, il n'y a pas d'anomalie. Tout ne peut être que normal, mais la déviance commence à partir du moment où on sort d'Égypte. Bien, ça c'est quelques considérations générales sur ce qu'est l'étranger. Alors, il m'a paru plus opportun de vous présenter ici, de façon raisonnée, puisqu'on n'a pas de description des populations étrangères, on n'a pas de grand développement, mais en revanche, on a une classification du monde faite par les Égyptiens qui nous ont laissé toute une géopolitique dans laquelle les étrangers et les Égyptiens se définissent en fonction justement de la centralité de l'Égypte. Alors c'est une recherche relativement nouvelle, que j'ai un peu initiée dans les années 90. Il existe sur les temples, il existe sur beaucoup de monuments ce qu'on appelle des listes de prisonniers. Vous avez des gens comme ça, qui sont représentés avec les mains attachées, et leur corps, en fait, est une sorte d'enceinte dans laquelle il y a le nom de leur ville, de leur état, de leur cité. Alors, ils sont représentés les mains dans le dos comme des vaincus, mais comme l'histoire nous montre qu'ils ne sont pas forcément vaincus. Au contraire, ils peuvent être des partenaires de l'Égypte. Donc, j'ai travaillé sur cette idée-là en me disant, voilà, en fait, ces grandes listes, qui sont, vous avez par exemple sur le 8e pylône de Karnak, vous avez plus de 800 peuples qui sont comme ça, alignés les uns derrière les autres. Je me suis demandé quelle était la présentation. Est-ce qu'il y avait simplement des listes, comme on le pensait avant, c'est-à-dire des itinéraires qui menaient jusque n'importe où? Puis quand on regardait de près, on s'apercevait que non, ça ne pouvait pas être des itinéraires, parce que sinon il fallait faire des sauts de plusieurs milliers de kilomètres de l'un à l'autre. Donc l'idée m'est venue qu'il devait y avoir une autre organisation. Il devait y avoir un mode de classification qui était fait, mais c'est très difficile à percevoir sur une paroi quand vous avez des centaines et des centaines de noms alignés. Alors vous voyez bien qu'il y a une proximité plus ou moins, mais enfin bref. Et puis, il existe des listes de prisonniers qui sont en 3 dimensions, en particulier au temple de Soleb, que nous verrons tout à l'heure, mais aussi sur des socles de statues. Et je me suis aperçu que cette représentation en 3 dimensions, eh bien, elle correspondait à une orientation géographique, à une orientation politique. C'est-à-dire que les Égyptiens décrivaient un monde hiérarchisé en dehors de mer. Alors, on va prendre un petit exemple ici. Bon, c'est dans une tombe thébaine, c'est Amenhotep III et sa femme qui sont assis sur un trône. Et en bas, vous voyez ces peuples. Alors, ils sont répartis en 3 groupes de 3. 3 groupes de 3 qui correspondent à la répartition géographique de l'humanité dans l'univers, Égypte y compris. Je m'explique. Ici, voilà.
quand on prend les noms que vous venez de voir ici, qu'on les reporte sur une carte, alors là, normalement, il y avait de belles animations qui vous amenaient petit à petit à voir les choses, enfin bon, vous les avez brutes. Donc, quand on regroupe, on s'aperçoit qu'il y a trois espaces géographiques qui sont délimités et qui représentent le monde connu à l'époque de la liste en question. Et au centre, ici, ceci, le groupe central est constitué de trois noms qui sont la Haute-Égypte, la Basse-Égypte et les Haounébou, c'est-à-dire les populations de la Méditerranée orientale. C'est le nœud, c'est le centre de l'univers. Et puis vous avez deux autres ensembles, l'un orienté vers l'Orient, avec les Menchioun du Setech, et qui s'arrête à la porte de la Nubie, les Yuntius Setchet, comprenant la zone des oasis, Sechet Yam, et puis un troisième groupe qui va de la mer Rouge jusqu'à la Libye et qui descend vers le Soudan. C'est-à-dire trois grandes compositions de l'univers qui correspondent à son organisation. Alors vous allez me dire, pourquoi 3 ? Et pourquoi 3 fois 3 ? C'est que la pensée égyptienne est trinitaire. Vous avez, au moment de la création, l'élément central de la Trinité, qui est le Père, la Mère et l'enfant. Ça paraît d'une évidence absolue. Mais cette structure à 3 se triple de façon à devenir une structure à 9, 3 fois 3. Donc cette Ennéade, ce groupement de 9 divinités, représente l'ensemble de la création. Et toute la pensée géopolitique va procéder de cette idée-là. On fait des ensembles qui sont des groupes de 3, et ces groupes de 3 vont permettre de rendre compte du mécanisme de la création également en dehors d'Égypte. Alors, je ne vais pas être trop théorique quand même. C'est gênant qu'on ne puisse pas avoir les choses bien comme ça à l'écran. En fait, je vous fais grâce du reste, mais quand on triture ces groupes de 3, on s'aperçoit que, comme vous le voyez ici sur la carte, vous en avez 7 qui sont sur le continent africain. 7 appartiennent à l'Afrique, un seul à l'Asie, ici, ça correspond aux Britanniques, et un seul à la Méditerranée orientale. Alors ça, c'est très révélateur et intéressant, car l'Égypte est un pays africain, et très peu sémite. L'Égypte, bien sûr, vous le savez, la vallée du Nil s'est peuplée au moment de la sahélisation par la descente des populations vers le Nil, et la domestication du Nil a permis cette installation. Oui, mais quand vous prenez, et je vais revenir à la langue que j'évoquais tout à l'heure, quand vous prenez les composants de la langue égyptienne, on comprend que les Ouest sémitiques ne comprenaient absolument pas l'égyptien. C'est essentiellement une langue africaine. Elle est, disons, 60-40 à peu près. Alors, ça fait une langue très particulière qu'aucun autre pays n'est capable de parler ou d'utiliser, puisque tous les autres sont sur le versant sémitique, sont ouest sémitiques ou sémitiques. Donc, vous voyez, petit à petit, on voit apparaître la différenciation de notre géopolitique. Bon, ça je passe, et ça remonte ce que je viens de vous dire. C'est pas drôle quand ça bouge pas. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Je vous ai dit que ce qui permettait d'avoir une idée de la représentation du monde extérieur à l'Égypte, c'était les représentations, les listes en 3 dimensions. Donc ces listes en 3 dimensions, elles se trouvent sur des socles ou sur des colonnes. Un socle, c'est un énorme avantage, c'est que vous avez 4 faces, et que chacune des faces correspond à un point cardinal. Alors, l'astuce, c'était de se rendre compte que dans les temples, quand on a les monuments encore en place, ils sont correctement orientés par rapport aux points cardinaux. Et donc, ils présentent des listes qui sont correctement orientées et qui vont nous donner la vision qu'avaient les Égyptiens. On a 50% de la solution. Il manque encore 50%. Vous avez des peuples qui sont les premiers, et vous en avez qui sont les derniers. Et vous vous rendez compte qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur de ces peuples. Alors, cette hiérarchie, vous avez les grands États. Oui, mais quand vous regardez, vous dites, oui, il y a un grand État, un petit État, un petit État, un petit État, un grand État. Ça ne colle pas.
En fait, il y a des cercles qui sont généralement organisés par 9, par 3 groupes de 3, où vous avez un État qui domine lui-même sa propre sphère géopolitique, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Vous allez voir que le système est étonnant. On arrive à une définition extraordinairement précise. Alors, voilà comment ça se présente. Rassurez-vous, on va pas les faire tous. Hein. Vous avez ici donc ces listes de peuples. Il y en a 43. Et donc, on les prend et on s'aperçoit que les premiers, eh bien, c'est le groupe central des 9 arcs. Et en fait, les 9 premiers, ce sont les 9 arcs. C'est en quelque sorte le décor général qui est planté. À l'intérieur de l'univers, nous allons avoir, et puis ensuite vont commencer la description des autres. Alors, ça, ce sont les 9 arcs, je n'insiste pas, que l'on peut mettre ici en place, voilà, comme ça. La ligne suivante, eh bien, on a, selon le même principe, on a des peuples, mais qui sont des peuples en fonction de l'orientation du socle lui-même, qui sont des peuples asiatiques du nord-est. Donc on a des Hittites, et effectivement, le premier nom, c'est le Hatti, le Naharina, Yarsi, etc. Quand on le regarde, voilà, vous avez ici, vous voyez, le Hatti, le Naharina, Alachia, c'est-à-dire Chypre, vous avez Akko, Simira, Pella, Bet-Shean, Yelam, Qumran. Et on se rend compte que le peuple important, c'est le Kheta, et qui va commander en quelque sorte cette autre sphère. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, on va aller vite, hein, vous les reportez sur la carte en faisant des groupes de 3. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une véritable logique. Et le premier groupe, c'est celui qui couvre l'aire géographique la plus importante, du Hatti au Naharina jusqu'à Chypre, qui est l'ensemble qui va dominer les 2 sous-groupes en dessous. Maintenant que vous avez le système, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez prendre chacun des groupes, que voilà ici, et donc vous allez aller de plus en plus dans le détail. Donc vous allez descendre de plus en plus finement dans l'organisation géopolitique de ces régions. Alors, quand ensuite vous croisez avec les autres sources, parce que c'est gentil les prisonniers, on a une abondance de sources historiques, etc. et autres, vous vous rendez compte que ça marche très bien. Et du coup, vous comprenez pourquoi des confédérations se font entre tel et tel pays. Donc ça, c'était totalement perçu par les Égyptiens. Alors voilà ici. Voilà le 3e siècle. Vous voyez que ça va très loin, puisqu'on met sur le même pied la Crète, ici, et la Syrie, la Syrie du Nord et la Syrie du Sud, avec à chaque fois les États qui sont dans la dépendance de cela. Alors, j'essaie de passer vite. En fait, ce qui vous intéresse, c'est plutôt les cartes. Voilà, ici. Voilà les cartes. Vous voyez qu'on est toujours dans le même principe. On avait tout à l'heure les pays du Sud, là on a les pays du Nord qui correspondent à la même orientation. Bon, je crois que vous avez compris le système. C'est pas la peine de continuer. Alors, quand on a fait ce premier geste, donc on se rend compte que ces listes, ben, c'est pas n'importe quoi, c'est organisé. Bon, je vous ai énuméré ici les éléments. Je vais pas les relire. Comme il s'agit d'une interprétation, on va le vérifier sur 2-3 autres monuments pour voir si ça colle ou si vraiment c'est une lubie de votre serviteur. Et on va le faire avec des monuments d'époque un peu différentes, mais qui sont dans le même millénaire, de façon à pouvoir comparer avec les sources, y compris les sources non égyptiennes, pour voir s'il y a un changement dans la hiérarchie des pouvoirs. Alors voilà, ici c'est Gourna, donc c'est l'autre sphinx, pareil. Donc on a la même chose, on a la Babylonie, etc. Je passe parce que ça c'est quand même un peu lassant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. On a donc regardé 2 sphinx qui sont installés dans ce temple. Si j'arrive à récupérer le sphinx. Ici, ils sont là. Les deux sphinx. Donc ces 2 sphinx sont orientés comme est orienté le temple. C'est donc une carte géographique qui nous est présentée par les Égyptiens et qui est matérialisée à leur manière. C'est-à-dire que vous avez une des premières cartes géographiques au monde.
faut bien voir que là, à cette époque-là, on a comme équivalent que des plans locaux d'accès par exemple, je pense au papyrus de Turin, la carte des mines d'or, etc. Mais on n'a pas une vision d'ensemble du monde organisé. Et alors là, les spécialistes du monde classique que vous êtes doivent être sensibles à ça, puisque la cartographie en tant que telle, ben, elle est censée apparaître plus tard. Là, on est quand même dans une forme de cartographie qui veut dire que les Égyptiens étaient capables de prendre en compte une réalité géographique qui n'est pas observable simplement depuis une simple position. Alors ça, on le savait parce qu'on a des représentations des wadis dans les montagnes de la mer Rouge qu'on ne peut observer que d'un point assez haut pour faire... Mais là, c'est différent. On a affaire à une construction intellectuelle qui permet de positionner en réalité l'ensemble. Donc, je passe... Vous avez compris le raisonnement. C'est l'orientation du tout. Alors, voilà, la position des deux sphinx, ouest, est, etc. Donc, là, je passe. Voilà. Je vous emmène dans un autre endroit qui est Soleb, au Soudan. Soleb, à la troisième cataracte, au Soudan, et on change un peu d'époque, on remonte un peu dans le temps, puisqu'on est à l'époque d'Amenhotep III. L'époque d'Amenhotep III, c'est, avec Ramsès II, l'époque de la plus grande extension de l'Empire égyptien. Donc là, c'est un point d'observation très intéressant, justement, pour ceux qui nous arrêtent, sur le regard porté sur les étrangers. Il se trouve qu'à l'époque d'Amenhotep III, le temple de Soleb, ici, est construit de façon très particulière. C'est un temple qui a vocation d'être un temple jubilaire, c'est-à-dire de fêter le premier jubilé du roi au bout de 30 ans de règne. Et grâce à la fouille minutieuse de Clément Robichon et de Michela Chief-Giorgini, ils ont pu constater que chaque année, on travaillait dans ce temple. C'est-à-dire que chaque année, on ajoutait un élément qui conduisait à la célébration jubilaire. Je m'explique. Vous avez, dans les voies d'accès du temple, que vous ne voyez pas ici, vous aviez des sphinx. Eh bien, on s'aperçoit que dans les 10 premières années, on avait construit des étables dans lesquelles on mettait des béliers qui étaient vivants. Puis ensuite, on a installé des socles, puis on a mis les images des béliers vivants. Donc, on a construit petit à petit l'ensemble du temple. Puis est venu le jour de la fête jubilaire. On a fait la fête jubilaire. D'ailleurs, ce temple contient les plus belles représentations de la fête jubilaire. Et quand la fête jubilaire a été terminée, on a démonté des parties du temple, qu'on a remonté différemment pour le transformer en temple du culte royal. Alors ça, je vous dis ça parce que nous sommes au bout de l'Empire. Nous sommes au plus loin. Nous sommes à la limite. Il n'y a que Sésébi, après, à quelques kilomètres, qui est aussi entièrement contrôlé par les Égyptiens. On est donc à une limite d'empire. Et c'est dans cette limite d'empire que l'on va exprimer la suprématie égyptienne sur le monde. Donc, on va avoir ici, vous voyez, il y a une salle hypostyle. On va avoir, dans cette salle hypostyle, alors, évidemment, c'est assez cassé, hein, je suis désolé, mais on travaille avec des choses pas neuves. Hein. Vous avez des colonnes, et sur ces colonnes, vous apercevez, pas bien parce que la photo n'est pas terrible et que ça ne s'y prête pas, mais vous voyez, vous avez autour des colonnes à nouveau nos petits personnages, nos prisonniers, les mains dans le dos, avec un nom, etc. Alors, il se trouve qu'on les a étudiés, en particulier, j'y ai consacré un petit peu de temps, et je suis arrivé à repositionner, grâce au travail de terrain de Clément Robichon, vérifier que le positionnement de ces prisonniers correspondait à l'orientation du temple. Vous avez une allée centrale qui est l'allée qui mène vers le sanctuaire, et puis vous avez une répartition de ces colonnes entre le sud, le nord, l'ouest et l'est. Donc la vérification est simple. Si les peuples qui sont à l'ouest sont sur les colonnes de l'ouest, ça colle. Et ainsi de suite. Ceux du sud au sud, ceux du nord au nord. Et puis, mieux encore, nous avons la chance d'avoir l'axe du temple, c'est-à-dire l'axe positionnel. Donc l'idée, qui est un peu la clé, c'est que les empires, les grandes entités géopolitiques, eh bien, elles vont être contre l'allée centrale, au contact même du prince et du dieu. Et plus on va aller vers l'extérieur, plus on va avoir à nouveau des sous-groupes
de fédération. Alors, là encore, je ne fais pas toute la démonstration. Vous voyez que c'est assez amusant, parce que ça représente une combinatoire assez sympathique, et on se rend compte que généralement, en majorité, nous avons 9 peuples représentés. Parfois il fait 11, parfois c'est 9, mais on a 9. Et ils sont organisés, quand on les étudie, quand on étudie les toponymes, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas une séquence, mais qu'il y a une séquence dans un sens, du plus grand vers le moins important, et qu'en face, il y a une séquence parallèle, mais dans un autre sens. Un peu comme si on voulait dessiner mes cercles que vous avez vus tout à l'heure, en positionnant géographiquement. Donc quand vous avez compris cet outil, ben, c'est assez facile. Bon, vous voyez, ça c'est ce que je viens de vous dire. Vous prenez chacun de ces noms en considérant que les plus importants, c'est ceux qui sont au centre, ici la colonne 5, vous les regardez et vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure, vous recommencez à jouer avec la carte géographique. Et vous retombez sur les mêmes valeurs. Mais, de temps en temps, il y a une variante. On n'est pas à la même époque. Alors vous dites, tiens, Chypre à ce moment-là était en décadence ou Chypre montait. Vous allez voir dans la documentation historique, et ça colle. Donc on a réellement, et là c'est important, hein, on a une prise de conscience qui va beaucoup plus loin que la simple constatation qu'il y a des gens qui ne sont pas nous, bah, mais il y a une réflexion sur la géopolitique, sur l'organisation et une connaissance en fait des cultures qui ne transparaît absolument pas dans l'iconographie, dans les sources, on n'en parle pas. Mais quand vous regardez ce genre de choses, vous vous apercevez qu'il y a une véritable connaissance, et une véritable connaissance géographique des autres peuples. Et alors, mettez ça en phase avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette connaissance géographique, et en même temps, je vous ai dit, quand les Achéens sont arrivés, on les a représentés comme les Crétois, on n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on a représenté ce qui appartient à un pan du monde connu. Mais on sait très bien qu'il y a une différence. Et vous allez voir, je vais vous montrer que cette différence était perçue. Alors, là encore, je n'insiste pas. C'est très bien, en fait, qu'il n'y ait pas de temps de transition. Ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je fais ça. Vous avez compris ce système. Je vous casse pas les pieds avec ça. Alors, le petit jeu à faire, c'est ce que je viens de vous dire. On essaie de voir, entre 3 temples, on fait une hiérarchie chronologique entre les peuples pour voir qui est qui, à quel moment. Donc on continue à jouer avec ça. Bon, je me suis bien amusé. Très bien, peu importe. Voilà. Un autre petit exemple, mais rassurez-vous, beaucoup plus court, c'est la représentation, alors cette fois-ci une représentation qui est liée aux actes militaires. On est ici sur le magnifique char de Thutmose IV qui est conservé au musée du Caire. Et sur ce char, vous avez 12 peuples qui sont représentés de chaque côté du char. Alors, vous avez le char, et puis sur le plaquage, vous avez des peuples qui sont représentés. Là, le message est clair. On n'est plus, c'est pas l'ensemble des peuples, c'est ceux qu'a affronté Thutmose IV, qui sont représentés là, qui sont représentés convaincus. Alors, on va jouer avec, voilà ici. Eh bien, vous avez les principaux, cette fois-ci, il n'est plus question d'avoir des petites fédérations, vous avez les principaux États contre lesquels l'Égypte, avec lesquels l'Égypte a eu maille à partir. Bon. Glissons, voilà, même jeu, hein, ici, report ici. Vérification dans les sources contemporaines, je passe, ça n'a aucun intérêt pour notre propos. Alors, donc ça c'est le résumé historique. On peut voir les heures et malheurs de Babylone, du Hatti. Et ce qui peut vous intéresser, on est là, on est dans la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, au milieu, et on va basculer vers la deuxième moitié. On constate que Chypre joue un rôle important, dont les données chypriotes ne permettent pas à cette époque-là de rendre un compte exact. Mais on voit dans les sources égyptiennes, pourquoi ? Eh bien parce que Chypre est à ce moment-là le principal producteur de cuivre dont l'Égypte a besoin. Et donc c'est une puissance économique
qui rivalisent en fait avec Ougarit et avec l'Anatolie, qui est aussi un des fournisseurs de cuivre. Et un contrepoint, si vous voulez, de cette constatation, c'est de voir dans la production chypriote quelle est la part des objets égyptisants. Quand je faisais mes études, on m'expliquait qu'à Chypre, il y avait une production d'objets égyptiens absolument énorme, etc. Bon, ça fait une quinzaine d'années qu'on sait que s'il y a 12 objets, c'est le bout du monde. C'est-à-dire qu'il y a une production locale, mais qui est une production à la manière de. Et cette constatation, on a pu la faire parce qu'on a commencé à travailler sérieusement sur les céramiques, sur les pâtes, et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un artisanat local qui faisait du produit à l'égyptienne, mais qui faisait du produit à l'égyptienne pour sa valeur symbolique, et en même temps pour affirmer la relation avec le pays d'Égypte. On en dira deux mots à la fin, bien que ce ne soit pas dans notre sujet, à propos de Byblos et de ces pays. Alors, vous avez été sage jusqu'à présent, vous supportez, mais et le monde grec, parce que c'est ce pourquoi vous êtes venus. Hein. Alors, je vais vous emmener dans le temple funéraire d'Amenhotep III. J'ai choisi de rester dans la même épure chronologique, à Kom-el-Hétan. Vous savez, Kom-el-Hétan, c'est là où il y a les colosses de même nom. C'est le temple funéraire d'Amenhotep III. Et Amenhotep III avait donc été à la tête d'un empire énorme, et il avait fait construire dans son temple, tout au fond, une cour dans laquelle il avait accumulé des statues, et en particulier les statues de la déesse Sermet. Parce que Amenhotep III, sur ses vieux jours, est tombé malade. Et donc il a eu peur de la mort. Et pour conjurer la mort, il a fait exécuter 365 statues de la déesse Sermet, dont il a fait une gigantesque litanie de pierre dans son temple funéraire pour le protéger, en quelque sorte. Mais, bon, les Sermets, elles ont été dispersées, elles sont un petit peu partout maintenant, mais il reste les socles. Et les socles sont très intéressants parce que là, à nouveau, on a des listes de peuples. Alors, ces socles, ils ont une histoire un petit peu triste. Voilà l'endroit où sont ces statues. Alors, ces socles, ils ont une histoire un petit peu triste, c'est qu'ils ont été très très maltraités, puisqu'ils ont été dégagés au XIXe siècle, mais c'est pas allé très loin. Puis, ils ont été dégagés dans les années 60 par l'Institut d'archéologie suisse, d'archéologie et d'architecture suisse, sous la direction de Gerhard Heini. Et du coup, le fait même que les fouilles aient repris à cet endroit-là a attisé la convoitise des pillards. Et en même temps, celle des paysans du coin. Et moyennant quoi, dans les années 70, une âme mal intentionnée a mis le feu à ces socles et a détruit en grande partie les représentations de peuples. Alors, on avait quelques mauvais dessins, et ma collègue Ulrich Sourouzian a passé des années et continue encore à reconstituer ce qui nous permet d'avoir, bon, ici c'est sur des photos plus anciennes, ce qui nous permet d'avoir une idée de ce que c'était. Alors, même principe, et sur ces socles, eh bien là, il y a toute une série qui concerne le monde égéen. Alors, vous voyez, Cudonia, Phaistos, Amnissos, la Crète, Adana, etc., qui sont représentés là. Alors, inutile de vous dire que l'encre a coulé, hein, parce que alors ça, c'est aussi, on est dans la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Hein, on est quand même à une période très élevée. On est 5 à 6 siècles avant le monde homérique. On est loin. Hein, et ça a excité beaucoup, surtout les collègues allemands, avant de m'exciter moi-même. Et puis donc, vous avez Knossos, Elias, Citer, Nopli, Mécène, Thégée, Mycène, etc. Donc on peut... Eh oui, je vois Florence qui fait des grands yeux, mais oui. Et ce qui fait qu'on peut commencer... on peut jouer au petit jeu. Vous avez subi ma propédeutique jusqu'à présent, mais on peut jouer à ce petit jeu maintenant. Alors évidemment, comment résister? Alors quand vous appliquez la méthodologie que je vous ai présentée, eh bien, ça donne quelque chose de très cohérent. Et vous avez en fait des ensembles qui correspondent à des associations de cités pour lesquelles on n'a pas beaucoup de documentation, parce qu'on est à une époque où on n'a pas grand-chose. Mais pour les Égyptiens, on a des sortes de groupements qui fonctionnent. Alors, ça, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Avant d'arriver à la fin, parce que je commence... Ah oui,
Ça commence à faire beaucoup. Ça va. Alors, avant d'arriver à la fin, je voudrais décaler un peu mon propos. Le système que je vous ai décrit, certes, j'ai eu la chance de pouvoir le reconstituer, mais j'ai rien inventé. C'est quelque chose que les Égyptiens, qui était évident pour eux, et qui était évident pas seulement pour eux. Lorsque Darius a conquis l'Égypte, il a fait faire une statue, le représentant, ici, qui a été découverte à Suse en 1972 ou 16, je ne sais plus. Je crois que c'est 12. Et cette statue est très particulière, car c'est Darius lui-même, alors vous allez voir Darius tel qu'en lui-même, avec vêtu du grand manteau, mais sur lequel il y a des inscriptions en élamite, en acadien, en vieux perse et en hiéroglyphe. Et ces inscriptions décrivent le pouvoir de Darius sur le monde connu. Alors, la pierre est égyptienne. C'est-à-dire qu'il a fait transporter à Suse une pierre de Béchen, qui, on ne peut pas se tromper, elle ne se trouve que en Égypte. Il l'a fait traiter à la Perse. Il s'est représenté en tant que roi des rois. Et sur le socle, ici, c'est là où 1972, c'est là où j'aurais aimé une animation. Sur le socle, vous avez ici à nouveau des peuples, mais vous allez voir que ces peuples, ils ne sont pas tout à fait dans la même attitude. Vous avez ici le nom qui est enfermé dans une forteresse, mais au-dessus, vous avez le petit personnage qui n'est pas attaché, mais qui acclame Darius. C'est la réinterprétation perse, quoi, si vous voulez. Et évidemment, au milieu, vous avez ce que nous appelons le Sematawi, c'est-à-dire le signe de l'union des deux terres, purement égyptien. C'est-à-dire que Darius se présente comme étant l'héritier du dieu Ré, comme Pharaon est l'héritier du dieu Ré, mais la réalité de la géopolitique fait que, comme voilà ici, le Sematawi, et voilà donc nos gens qui adorent, dans le costume de leur pays, qui adorent Darius, mais la réalité fait qu'il ne se prend pas pour le Pharaon, parce que Pharaon n'est plus puissant. Regardez ici, voilà la hiérarchie des peuples, telle que Yoyot, dans l'édition Princeps qu'il en a donné, a fait. Quand on hiérarchise, on retrouve les groupes de 3. On est bien dans le système égyptien, groupe de 3, groupe de 9, etc. Mais l'Égypte est en 20e position. Alors, elle est entre les Arabes du Nord-Ouest et les Libyens. Quelle dégringolade! L'Empire perse considère les choses d'un autre œil. L'Égypte n'est plus puissante. Mais c'est le système égyptien qui a été repris. Et alors, c'est un exemple unique, bien sûr. Vous allez me dire, testis unus, testis nullus, enfin, toutes ces choses qu'on a appris autrefois quand on faisait de la grammaire. Mais pas forcément. C'est-à-dire que pour qu'on ait un monument royal à Suse, c'est quand même pas n'importe où, Suse. Qu'on ait un monument royal qui clairement démarque la géopolitique égyptienne, donc adopte le système de vision du monde égyptien, c'est quelque chose qui est remarquable. Alors, je vais arrêter ces projections, d'abord parce qu'en plus c'est fatigant, et je vais essayer d'abord de faire une petite synthèse et puis de rebondir sur quelques points. Premier élément de synthèse, c'est pour ça que je vous ai imposé cette longue succession, cette longue recherche de la géopolitique. Contrairement à ce qu'on a cru pendant extrêmement longtemps, pour les Égyptiens, le monde n'est pas un fatras indistinct. C'est un monde organisé, connu, interprété, et ils savent traiter avec ce monde-là depuis les temps les plus anciens. Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle d'abord que, contrairement là encore à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, mais maintenant on a beaucoup progressé dans toutes les civilisations néolithiques et néolithiques, les anciens voyageaient beaucoup. Ils voyageaient beaucoup, ils parcouraient la Terre d'une façon absolument invraisemblable et ils connaissaient énormément de pays différents.
Alors ça, vous le voyez quand vous allez dans les déserts les plus arides et les plus perdus, vous avez des inscriptions des plus hautes époques qui montrent que tout ça s'était parcouru, on allait dans tous les sens. Donc il y a une connaissance et une curiosité de l'étranger qui est en quelque sorte enracinée dans la culture égyptienne elle-même. Je vous donne un exemple. Il y a dans le désert de Libye, donc c'est le désert qui mène à la Libye, hein, c'est pas le désert libyque, les oasis du désert libyque, on a retrouvé, enfin nos collègues de Cologne, ont suivi une piste, qui était une piste muletière, qui permettait d'aller jusqu'au Gilf Kebir, donc au croisement du Soudan, du Tchad, de l'Égypte, dans un endroit... alors on peut dire, mais pourquoi les Égyptiens allaient là-bas? Mais parce que simplement, c'est là-bas que s'est constituée leur culture. C'était à l'époque, avant la sahélisation, on a étudié ça avec Jean-Loïc Lequelec et autres, on a fait un beau livre là-dessus, c'était l'époque où les populations nomades du désert, avant l'aridification, avant la sahélisation, étaient, alors on voit, on a étudié les rupestres et tout, c'est absolument extraordinaire, et les Égyptiens avaient gardé le souvenir de ça. Et donc, ils y allaient, non pas qu'ils avaient quoi que ce soit à y gagner, mais ils y allaient. Et comment l'a-t-on su? Il se trouve qu'on a retrouvé une station-service, si je puis dire. Parce que quand vous partez avec des mulets dans le désert, il faut quand même trouver de l'eau. Donc la méthode était simple, on faisait jusqu'où là où on pouvait aller, on mettait des grandes jarres, et puis on revenait, on remplissait les grandes jarres, on allait plus loin et on faisait la même chose. Donc on faisait des stations, si vous voulez, jusqu'à arriver au bout. Et ça, on est à la 4e dynastie, on est extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'il y a, à une époque qui est peu documentée textuellement pour nous, on a quand même là la connaissance de la géographie extérieure, la connaissance de l'autre et la curiosité de l'autre. À la 6e dynastie, par exemple, c'est l'époque des pyramides à texte de Saqqara, on a des témoignages d'expéditions extraordinaires, qui sont des expéditions dignes des expéditions savantes du 18e et du 19e siècle, où l'on va à la découverte d'autres pays. C'est quand même pas mal pour une civilisation qui ne se reconnaît qu'elle-même et qui n'accepte pas de se changer. Donc ça, c'était première remarque. Deuxième remarque, cette culture dont je vous dis qu'elle a du mal à communiquer est omniprésente au Levant. Byblos, l'exemple de Byblos, il fallait quand même que les princes de Byblos valident l'exemplarité égyptienne, puisqu'ils se font enterrer à l'égyptienne, ils récupèrent même les sarcophages égyptiens, ils se font enterrer dedans. Bon, ils mettent quand même un petit texte pour rappeler qui ils sont, mais ils vivent à l'image de le prince de Byblos vit avec un apparat et une production d'objets dont on voit bien au premier coup d'œil qu'elle n'est pas égyptienne, hein, elle est locale, mais elle est à l'égyptienne. De même, dans tout le Levant et la Syro-Palestine, on connaît mieux maintenant, parce qu'on a pu faire des fouilles avant que tout soit bétonné, on connaît mieux les systèmes de relais égyptiens pour faire transiter l'information. Il y avait des centres qui étaient des sortes de comptoirs, et donc dans ces comptoirs se trouvaient des fonctionnaires qui ont laissé des traces. Ils ont laissé des ex-voto à telle divinité locale, etc. Donc on se rend compte qu'il y avait tout un maillage, et un maillage lié aux communications, mais aussi à la gestion de territoires qui étaient plus ou moins sous contrôle égyptien. Ça va extrêmement loin, hein. On a retrouvé des cheminements caravaniers en Arabie Saoudite. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus important qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Alors, ces questions, bon, vous attendez que je prononce le mot d'acculturation, hein, bien évidemment. Au Soudan, oui. Au Soudan, vous avez, à la 3e cataracte et au Djebel Barkal, vous avez une population indigène qui vit à l'égyptienne, qui parle égyptien, et qui va même conquérir l'Égypte. C'est l'exemple du souverain Pianki qui fait une véritable croisade pour reconquérir, mais reconquérir quoi? Il n'avait jamais foutu les pieds avant, pour conquérir l'Égypte, et il se présente comme plus égyptien que les Égyptiens. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à noter, c'est que si les Égyptiens ne se laissent pas marquer par l'autre, ils marquent l'autre.
Et ils le marquent fortement parce qu'ils ont été une puissance dominante pendant longtemps. Puis maintenant, bon, Jean-Yves est là, mais on pourrait parler des Isiaques, mais ça, c'est pas mon sujet. Donc je ne touche pas. On est au contraire dans le mouvement de bascule inverse. Mais on se rend compte que l'Égypte a laissé plus de traces dans les cultures voisines que celle-ci en Égypte. Alors, tu évoquais les fouilles de Tel el-Daba et le palais crétois. Je ne sais plus quand j'en avais parlé, Minzaman, hein, bon d'accord. Il se trouve que je travaille pas mal avec Manfred Pita, qui a été le fouilleur justement de cette zone palatiale. Et il a fait faire toutes les analyses possibles pour voir si c'était du crétois à l'égyptienne ou du crétois-crétois. C'était du crétois-crétois. C'est-à-dire que tout, du pigment jusqu'au travail, a été authentifié par les spécialistes de l'art crétois comme étant une œuvre crétoise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une implantation crétoise dans la capitale de Ramsès II. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une implantation crétoise qui génère un palais, et un palais royal dont on sait maintenant qu'il a été tenu par une princesse? Ça s'appelle une ambassade. Eh oui. Et actuellement, à Dokigel, à Kerma, mon confrère Charles Bonnet est en train de mettre au jour, et là, scoop, cette année, c'est encore pire. Ils ont accentué. Il met au jour toute une ville dont on pensait à l'origine que c'était une ville égyptienne installée en pays conquis, dans le pays de Couche, un peu comme dans les westerns, hein, les Indiens un petit peu partout, puis les cow-boys qui règnent. Oui, c'était comme dans les westerns, sauf que les Indiens tournaient autour des cow-boys et qui sortaient pas de leur ville. Et cette ville elle-même est une juxtaposition de villes africaines, avec des temples et des lieux de culte africains. En particulier, on a trouvé ce qui doit être certainement des modèles en argile, des bois sacrés. Des choses que l'on ne connaissait absolument pas jusqu'à présent, mais qui témoignent d'une rencontre culturelle, voire d'un mélange culturel très important. Alors, ce qu'on a trouvé très loin dans le sud, à Dokigel, c'est une chose. Bon, dans le delta, c'est plus compliqué. On a la chance qu'à Tel Daba, on ait pu trouver ça. Mais il est fort probable que la présence étrangère en Égypte était beaucoup plus dense et beaucoup plus riche que nous ne le pensons et que nous ne le voyons. Maintenant, il faut reconnaître que la documentation telle qu'elle nous est accessible ne le montre pas. Et au contraire, quand on décrit un pays, vous avez des descriptions de la Palestine, de la plaine palestinienne dans les écrits scolaires ramessides, c'est terrible. C'est un lieu absolument impossible. Il fait chaud, il y a des mouches, c'est affreux. Il y a les coyotes qui viennent boire ma bière. Enfin, c'est une horreur complète. On sent que les Égyptiens n'avaient absolument aucune intention de s'installer, d'autant plus que le système même égyptien veut que, hors de l'Égypte, point de salut. Vous ne pouvez pas mourir en dehors d'Égypte, car si vous n'êtes pas enterré dans le système, vous n'avez pas de vie dans l'au-delà. Donc le regard sur les pays étrangers n'est pas favorable. Et quand on est à l'étranger, que ce soit Sinoué ou Namon, ou Ormaï, enfin tout ce que vous voulez, on n'a qu'une hâte, c'est de revenir à la maison. Et de revenir à la maison pour y mourir. Parce que sinon, on est condamné à l'éternelle errance. À telle enseigne qu'on peut, et on commence maintenant à donner des interprétations différentes de grands textes comme le Naufragé ou autres, dont je pense qu'il s'agit d'un texte philosophique, en fait, et non pas d'un roman. Donc on est vraiment là dans des choses qui sont tangibles. À la fois, si vous voulez, on découvre l'étranger plus qu'auparavant, mais en même temps, on est quand même bien obligé de constater que les Égyptiens n'aimaient pas trop voyager, en fait. Ils bougeaient, mais ils ne voulaient pas rester. Voilà, écoutez, je m'arrête là parce que vous avez peut-être des questions à poser. Mais c'est surtout que maintenant... Pascal. Oui, enfin, moi je vais répondre à nous deux, mais aussi au public qui est là. Oui, allez, vas-y. L'idée, c'est pas que je parle, parce que il n'y a pas beaucoup de choses à commenter, mais j'ai quand même quelques débats, déjà des remarques, et puis je suis très honorée évidemment d'être ta discutante, hein, parce que depuis très longtemps, et oui, c'est Nicolas Lumal était d'être assistant à la Sorbonne quand j'étais étudiante, et puis ensuite... Voilà, maintenant on est collègues. C'est la vie, hein.
Alors, bon, évidemment, c'est sûr que la matière est riche. Je dirais, en premier lieu, c'est vrai que c'est un champ de recherche que Nicolas Grimal a développé, cette géopolitique, par la cartographie, qui n'existait pas, avec des visions qui étaient souvent des visions très événementielles. Donc là, on a effectivement... on rentre dans le système égyptien d'une autre manière, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien expliqué, c'est la cosmogonie, c'est la conception cosmogonique qui articule, on va dire, le discours officiel, c'est-à-dire un discours de représentation. Et ça, c'est quelque chose qui est très égyptien, mais qui reste dans le domaine... alors pour nous, c'est du virtuel, pour les Égyptiens, c'est du réel, ce monde qu'ils se représentent. Et donc, toute la difficulté aussi pour l'historien, c'est de faire la différence entre l'ordre de la représentation, de l'ordre du paraître, de la représentation, et de ce qu'était peut-être la réalité au fond de tous les jours. Et ça, je voulais te demander justement si, dans des sources privées, comment on sent, parce que ça, c'est quand même le pharaon qui lance des programmes, qui a toute son armée de théologiens, de scribes, etc. Est-ce qu'on a, au fond, une vision complètement différente du monde par des archives privées, personnelles? Il est difficile de répondre parce que on ne peut pas se satisfaire d'une réponse aphorétique. On ne parle pas de l'étranger, c'est très rare, sauf pour s'en moquer de temps en temps, pour dire que c'est pas confortable, enfin bon, des choses comme ça. Une des sources possibles est l'iconographie des ostracas figurés. Dans les milliers et les milliers d'ostracas de l'Er El Médine, il y a des représentations d'étrangers. Généralement, ils sont plutôt sous forme caricaturale. C'est pour ça que je vous ai montré la reine de Punt tout à l'heure. Mais les mêmes Égyptiens vont caricaturer Pharaon. Il y a le célèbre Pharaon, qui est peut-être d'ailleurs Toutmosis IV, qui est représenté avec une barbe de 4 jours. Ça fait très bobo aujourd'hui, mais à l'époque, ça faisait pas, je pense. Donc c'est compliqué dans la mesure où ce n'est pas non plus un thème littéraire. On évoque l'étranger, oui, mais justement comme un lieu de déracinement. On ne va pas faire une description de l'étranger en soi. Alors même dans la littérature démotique, qui est beaucoup plus influencée par la littérature grecque. Si vous prenez Inaros, par exemple, vous avez même de très belles ekphrases qui sont faites. On se croirait chez Homère. Des combats où on s'insulte, c'est pas arbre à pellicule, mais enfin presque. Bon, on sent il y a une grande influence homérique. Mais tout reste en Égypte. On ne va pas transposer sur l'extérieur. Alors, on pourrait penser dans les récits de voyage qu'on va avoir, ça reste du niveau de l'anecdote Ounamon que j'évoquais tout à l'heure, est suffisamment précis pour que moi j'ai pu identifier la position du port de Byblos à cette époque-là, donc c'est quand même précis. Mais ça reste une description au ras des pâquerettes. C'est pas, il parle pas de la principauté, tout ça, non. Je pense que ça ne concernait pas les Égyptiens. Je pense même qu'ils n'avaient pas vraiment une idée des systèmes politiques des pays étrangers. Ils voyaient ça, le fait que, c'est ce que je disais pour les Keftiou, pour les Crétois, Hélène, tout ça, c'est la même chose. Et même dans la description de l'art, vous avez vu, c'était une des premières images que je vous ai montrées, les gens qui apportaient des vases métalliques. Alors, ces vases métalliques, et c'est très intéressant, dans les annales de Toutmosis III, dans la 42e campagne, on parle de Adana qui est en Asie mineure, et on parle des tribus d'Adana, et on dit ils ont apporté des vases en travail crétois. Alors évidemment, les commentateurs modernes sont précipités là-dessus, ont commencé à dire des âneries et à placer Adana n'importe où, etc. En fait, non, on sait où c'est. Pourquoi ? Parce que ils ne faisaient pas la différence. En fait, c'est de l'art syrien. C'est de l'art métallique syrien avec des cuivres repoussés, des damasquinages, etc. Mais pour eux, c'est la même chose que les Keftiou. Pourquoi ? Parce que les Keftiou, ils se fournissent en Syrie. C'est exactement la même chose. Donc, on ne fait pas la différence. C'est quand même très révélateur. C'est-à-dire que le regard est superficiel sur l'autre. Parce que
On voit bien qu'il est un peu différent, mais on ne va pas s'expliquer sur le transit des produits et tout. Un des produits, un des tribus de Chypre, c'est les défenses d'ivoire. Alors, si vous trouvez des éléphants à Chypre, vous me faites signe. Hein. En fait, ce que les Égyptiens voyaient, c'était le point d'aboutissement des produits. Et ils assimilaient, ce qui est logique. Hein, ils assimilaient sans trop se soucier de savoir. Alors, c'est vrai que tous les chercheurs qui se sont attachés à ces identifications géographiques de produits sont arrivés à des résultats complètement aberrants. Et parce que la source elle-même n'en tient pas compte. Ça veut donc dire que la source, en fait, ne fait pas trop de différence. En tout cas, il n'y a pas... Enfin, peut-être que je vais être démenti demain. On va peut-être trouver un texte qui décrit la splendeur de Sparte. Mais alors, ce sera magnifique. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas. Et là, en même temps, ce qui est pas contradictoire, mais ce qui permet de mieux comprendre la mentalité égyptienne, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas, comme tu l'as bien précisé, qui n'aiment pas quitter leur vallée du Nil. Ils veulent bien, mais temporairement. Et alors, parce qu'il y a des relectures aussi de jeunes collègues sur justement la présence égyptienne au Levant, par exemple Pierre Grandet qui a un petit peu parlé dans les pharaons. La guerre, c'est un ouvrage sur la guerre. Et en fait, il explique que, par exemple, la bataille de Kadesh, qui est une bataille célèbre entre Ramsès II et Hattusili III. Oui. Voilà. Et en fait, d'une part, évidemment, les sources sont des versions totalement contradictoires. Parce que les Hittites, pour les Hittites, c'est une victoire, pour les Égyptiens, c'est une victoire. Bon, il y a certainement eu un statu quo. Mais en fait, il explique tout ça parce que c'était uniquement la raison, c'était pas de contrôler des territoires, mais surtout de contrôler l'arrivée de l'État qui venait peut-être d'Afghanistan en même temps que la turquoise. Alors ça, c'est une idée, tu n'es pas... Ça s'est terminé par un mariage, quand même. Oui, non mais, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, les Égyptiens n'avaient pas forcément faire la guerre pour la guerre, et que c'était quand même des raisons économiques, certainement, qui les poussaient peut-être à progresser vers le nord du Levant, vers le Hatti. Ouais, je dirais oui et non, parce que ce qui est intéressant, c'est pas tellement de regarder le Hatti, mais il faut voir où se situent les affrontements. Et en fait, c'est dans toute la zone tampon entre. C'est-à-dire que la cour de récréation des Égyptiens, c'est la Syrie du Nord, la Syrie du Sud, le Liban, etc. Et la présence hittite vise à menuiser ça. Donc, en fait, c'est une défense de territoire. Alors, pour l'étain, je suis un peu dubitatif quand même, parce qu'on a d'autres sources d'étain. Et je ne pense pas que l'étain arrivait... vous savez, on a une façon de le voir, c'est que dans des grands textes comme les Annales de Toutmose III, vous avez la liste des produits chaque année. C'est très très simple. Alors, et l'étain, non, l'étain ne vient pas de là. Donc, peut-être raison, mais je ne pense pas qu'il y ait eu... Alors, une des guerres pour l'appropriation de produits et de biens, c'est probablement pas le moteur de la guerre, mais c'en est une conséquence. Dans les listes de butin, dans les listes de tribus, on trouve alors, les pierres précieuses, le lapis, etc. Mais ce lapis est réellement considéré, par exemple, je vais prendre cet exemple, il est vraiment considéré comme un bien précieux, mais qui n'est pas lié au peuple qui l'apporte. On a par exemple des apports de tribus par des principautés dans lesquels on a du lapis travaillé à la mode de Babylone. Et c'est pas Babylone qui l'apporte. On a le lapis brut, le lapis reconstitué, dont on sait qu'il vient en fait d'Asie centrale. Donc, ce qui intéresse, c'est le point d'arrivée. Et on en profite pour prendre. Mais il y a, à part le cuivre est le seul métal pour lequel effectivement on a une demande, et une forte demande, parce que c'est un produit industriel de forte consommation. Et puis, qui va être lié au bronze, qui va être lié à toutes sortes de choses. Pour prendre un autre exemple, le fer, les Égyptiens utilisaient le fer météoritique. Ça a des limites, hein. Le fer météoritique, c'est sympathique, mais ça ne va pas très loin. Et donc, ils ont fait venir du fer, mais qui venait de très loin. Il venait, d'ailleurs, comme l'étain ou autre, il venait du Louristan. Donc,
qui transitaient en fait par les pays. Ce qui les intéressait, c'était de choper le Syrien qui les avait et puis de les récupérer. Mais il n'y a pas de croisade faite pour obtenir du... Au contraire des pays étrangers, où on a de fortes demandes, en particulier dans la correspondance amarnienne, de roitelets du Levant, qui disent « Ah mais chez toi il y a beaucoup d'or, tu peux pas m'envoyer un peu d'or comme ça ?» Parce que l'Égypte était effectivement un gros producteur d'or. C'est Donc, l'or du Nubie aussi, non? c'est l'or du Wadi el-Alaki, c'est-à-dire c'est l'or de la zone de la première cataracte, qui est toujours exploité d'ailleurs. Oui, oui. Peut-être des questions sur ces éléments-là? Jean-Yves, oui. Comme Pascal, quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup appris des choses que j'ignorais. Et j'ai toujours été donc embarrassé par le... Parce que je ne suis pas égyptologue, mais helléniste, par le problème des Yaoundé-Bout. Ah, les Yaoundé-Bout. Donc j'ai été perturbé par la querelle qu'il y avait entre Pierre Montet et Jean Vercouter, puisque donc ce que vous dites d'une certaine façon, est-ce que vous ne revenez pas à la thèse de Montet, qui disait que les Yaoundé-Bout désignaient les Égéens des... Pas les Égéens, le monde de Méditerranée orientale. Ouais. Pas les Égéens. Parce que les Yaoundé-Bout sont connus bien avant que les Égyptiens aient même soupçonné la présence des... que ce n'était que les gens du bas delta. Oui, non, mais ça, parce que Vercouter avait fait sa thèse d'État sur ses produits, et avec le zèle du néophyte, il ne voulait que ça. Bon, maintenant, ils sont morts tous les deux, qu'ils reposent en paix. Mais on a eu, entre-temps, Claude van der Sleyen, qui a essayé de flanquer un coup de pied dans la fourmilière. Alors lui, il a tellement réduit le monde égyptien, il a expliqué que les Yaoundé-Bout, c'était dans le delta. Bon, évidemment, ça ne tient pas la route, ça ne fonctionne pas. Mais les Yaoundé-Bout, on se rend compte que c'est la zone qui est au nord du delta. Alors, moi, je ne dirais pas que ça englobe... Je ne sais pas ce que ça englobe. On est obligé de penser qu'il y a quand même l'idée d'île. C'est quand même des choses qui sont dans la mer. Mais plus loin... Parce que dans le long article... Non, mais ce sont pas spécialistes. Ils ne font absolument rien. Ah bon? Comment? Comment se fait-ce? Le fait que vos débats, qui sont sûrement passionnants, n'ont pas tellement franchi... Alors, les Yaoundé-Bout... Ah ben il est parti, le PowerPoint. Ah non. Alors, les Yaoundé-Bout... Attends, on va... si je tape beaucoup, non, je ne reviens pas. Non, d'accord, ok. Donc... c'est entièrement manuel. Oui. Dans les bilingues ptolémaïques, Yaoundé-Bout, c'est grec. C'est-à-dire que quand vous avez un... Ah oui. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est grec. Non, mais attention, Jean-Yves. Il faut aussi considérer l'époque du document. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. D'autant plus qu'ils sont là. Et ils sont là depuis longtemps. Donc, on sait très bien à qui on a affaire. Mais... à l'Ancien Empire, ça colle pas. Voilà. Vous voyez, ici, les Yaoundé-Bout, c'est ça. C'est ça. Et la seule chose que l'on peut dire, parce que si on veut... Bon, moi, j'ai été formé par des maîtres qui nous apprenaient qu'un terme avait un sens, et il n'en avait pas 10, il en avait un. Bon. Si les Yaoundé-Bout désignent la même chose à l'Ancien Empire, c'est-à-dire donc quand même à la fin du 3e millénaire et à l'époque ptolémaïque, il faut quand même trouver quelque chose qui corresponde. Qu'est-ce qui correspond? C'est une zone. C'est la zone qui est au nord de l'Égypte. Et pour un Égyptien, n'oubliez pas que les Égyptiens ne naviguaient pas par là. Faut attendre Alexandre pour qu'il y ait un port ici. Les Égyptiens, ils voyagent par là. Ils vont jamais comme ça. Quand vous voulez aller à Chypre, vous passez par Byblos, puis vous allez à Chypre, puis ensuite vous allez tirer jusqu'à la... Alors c'est très intéressant parce qu'il y a eu des études qui ont été faites récemment, justement sur les courants marins, les saisons, etc. Et tout. Et on se rend compte que la navigation, à supposer qu'on ait pu partir du nord, était impossible. Donc les Yaoundé-Bout, c'est une zone qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'il y a au nord.
Et on ne le connaît pas parce qu'on n'y a pas accès. Et puis, il faut quand même être salement vicieux pour savoir que la Terre est ronde et que ce qu'il y a au nord, on peut le gagner en passant par l'Est et en tournant. C'est pas évident pour un Égyptien. Et il n'y a jamais eu de transit vers la Crète directement. Il faut attendre qu'il y ait un port à Alexandrie. Péluse, ça fonctionne pas, puisque Péluse, vous êtes automatiquement ramené vers la côte levantine. Donc c'est une question, je trouve qu'on a dépensé beaucoup d'énergie autour de cette question. Il y a des moments, il faut aussi, tant qu'on n'a pas un élément qui renseigne directement, il faut considérer que s'ils les ont appelés comme ça, et pas autrement, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas d'équivalent. À aucun moment, les Égyptiens ne donnent une équivalence, sauf quand la Méditerranée orientale est peuplée. Et les Grecs, on les a depuis le 8e siècle, on sait qui ils sont, etc. D'ailleurs, on les connaît bien. Oui. Oui, pour relancer justement cette discussion évidemment, je vais tirer vers la gauche. Je vais faire une question très, très plate. Pendant que les Athéniens racontaient des trucs sur les Égyptiens, Oui. Platon, Socrate, qu'est-ce que les Égyptiens en savaient? Alors, sur le moment, non. Heureusement pour eux, parce que je pense que Hérodote, il l'aurait foutu en pièces s'ils avaient su ce qu'il pensait d'eux. Mais, quand il y a un champ qui est en progression actuellement dans la littérature, c'est la littérature démotique. Parce qu'on l'explore mieux, parce que l'étude du démotique a progressé beaucoup ces 20 ou 30 dernières années, et surtout parce qu'on commence à publier, il y a des lots de papyri absolument énormes, on commence à les publier, rien que Carlsberg, on n'a pas fini, il y en a encore développé. Et on se rend compte là, dans cette littérature qui oscille entre le 6e, 5e et le 2e siècle, on se rend compte là qu'il y a une connaissance des sources grecques, il y a une influence grecque, donc tout ça est très poreux en fait. Il n'y a pas. Bon. Alors on le voit parce qu'on crée par exemple, les grands gestes épiques qui naissent à ce moment-là. C'est l'époque où vont se figer la geste de Sésostris, qui auparavant étaient des trucs flottants et qui maintenant se figent et qui est mise en forme, etc. On le voit. Alors, on l'a pas, mais on a suffisamment pour la caractériser. Et on se rend compte, ça c'est ce que fait Jean-Luc Fournet actuellement, c'est qu'en travaillant sur l'Antiquité tardive, là aussi, on voit bien que l'Égypte a été très sensible à des influences extérieures. Elle se les a assimilées, elle a travaillé, sans aller jusqu'à l'hermétisme, mais on voit bien qu'il y a là un creuset qui fonctionne. Alors, d'abord les Égyptiens, c'est un terme compliqué, que les Égyptiens aient eu vent des œuvres de Platon. Quels Égyptiens et où? Parce que dans les maisons de vie traditionnelles, on ne parle pas le grec, donc déjà il aurait fallu que des traductions circulassent, ce qui n'était pas le cas. Bon, on aurait bien à Alexandrie, il faut attendre, il y a Hypatie, il y a tout ça, mais là on est déjà très tard, on est déjà à la fin, en quelque sorte, du processus. Donc il n'y a pas de raison que les lettrés égyptiens, qui se connaissent très bien leur littérature, plus je travaille sur les textes, plus je suis terrifié par leur connaissance. C'est terrible. Un scribe d'Esna ou de Dendara, c'était un monstre, un lettré absolument invraisemblable. Mais ça reste des sources égyptiennes. Et on n'a pas... On pourrait avoir des apports platoniciens. Non, parce qu'il y a la théorie qui va avec. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Alors, peut-être que là encore, je vais être démenti. Peut-être que demain, on va trouver mais je pense pas, parce que dans les couches tardives, je pense à nos fouilles à Kharga, les fouilles à Kassadosh, aussi dans le Fayoum, on a trouvé des poèmes homériques, mais qui étaient écrits par le maître d'école du coin, qui rédigeait à la manière d'eux, quoi. Bon, mais le maître d'école du coin, il était grec, il n'était pas égyptien, donc. Encore que là, il y a toute une discussion intéressante sur ces questions de rapport entre la langue, parce que, par exemple, au Fayoum, à l'époque romaine, il y a donc des populations qui portent des noms théophores égyptiens, mais hellénisés. Et donc Roger Bagnal en particulier s'est beaucoup intéressé sur
qu'est devenue la population égyptienne, ce sont des Grecs, ce sont des Égyptiens, et comment se voient-ils? Donc en fait, ils ne se voient ni Grecs ni Égyptiens, ils se voient les deux, ils sont à la fois Grecs et Égyptiens. Mais ça, Au 2e, 3e siècle, donc il y a eu une sorte c'est le problème de fusion totale à cette époque-là. C'est le problème des implantations grecques. Hein. On le voit quand on fouille, comme on l'a fait dans le Fayoum, à Tebtunis, les deux cohabitent. C'est-à-dire qu'on a des hypnotérias grecs qui sont installés avec toutes les structures associatives, puis à côté, il y a le temple égyptien. Et là, on voit bien que... Et alors, vous savez, il y a eu un moment qui a dû être dramatique pour nos lointains confrères scribes. C'est le moment où il a fallu passer à l'écriture alphabétique. Le calvaire pour un scribe égyptien. Alors, il se trouve qu'on a, justement, au Fayoum, on a des exercices de tentatives de transcription en langue alphabétique avec les commentaires du maître, qui sont pas gracieux. Hein. C'est-à-dire que là, le pauvre scribe qui arrive pas, parce que lui, c'est pas dans son système de pensée, ça a strictement rien à voir. Puis il faut attendre un peu. Le copte, c'est pas venu comme ça, ça s'est installé. Et on voit les débuts où l'idée est vraiment de pouvoir travailler avec des communautés grecques en grec. Et bien, le type, il n'y arrive pas. Et le maître l'engueule, mais il n'y arrive pas. Puis ensuite, bon, ça va passer, mais ce que je lui évoque, on est à cette charnière. On est à ce moment où les communautés ne se sont pas mélangées. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, les communautés ne se mélangent pas. Vous avez encore la communauté copte qui ne se mélange pas. Les Grecs, pendant très longtemps, ne se sont pas du tout mélangés, etc. Donc, ça reste, chacun vit dans son ghetto et fonctionne avec. Et en plus, disons que quand Alexandrie prend la main, Alexandrie, la Cora, s'en fout complètement. C'est affermé aux Égyptiens qui gèrent ça. Du moment que l'argent arrive, c'est tout ce qu'on demande. Donc, ça ne permet pas tellement les échanges culturels. Il faut reconnaître que là, c'est un petit peu compliqué. Mais là aussi, c'est un champ qui est en pleine expansion. On travaille là-dessus et on travaillera de plus en plus là-dessus. C'est sûr que c'est une société qui s'est structurée différemment à l'époque ptolémaïque, qui est finalement plus proche évidemment celle des cités grecques, mais avec une très grande ouverture. Et donc justement, les questions de l'acculturation sont extrêmement... Enfin, c'est pas dire qu'elles sont faciles, mais elles sont réalisables. Elles sont réalisables, oui, tout à fait. Bah, on le voit bien avec le Soudan, ça a fonctionné. Et peut-être des questions sur le regard des Romains vis-à-vis de l'Égypte. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Rome. Merci beaucoup, j'ai énormément appris et j'étais intéressée particulièrement par la statue de Darius, bien sûr, donc l'inscription publiée par Yoyot, mais je pense qu'avec d'autres interprétations, on voit encore mieux le caractère, si on peut dire, hybride et mélangé de cette statue irano-égyptienne, parce que dans l'inscription elle-même, donc votre système permet de voir mieux la partie égyptienne, mais il y a aussi une mentalité iranienne là-dedans, avec les deux cercles, l'Orient et l'Occident, qu'on pourrait peut-être assimiler à l'analème du soleil, parce que l'empire des Perses est celui qui est regardé par Ahura Mazda, qui a donné la royauté au grand roi, et donc l'inscription, et c'est un point commun avec l'Égypte, évidemment, ne peut pas être saisie quand on passe à côté du monument. On ne comprend pas cet ordre, mais c'est le Dieu, c'est fait pour le Dieu qui peut le comprendre de l'extérieur et qui peut cartographier, si on peut dire, peut reconstituer les territoires. Donc, je trouvais ça, ce mélange entre le système en 3 pays, et partant de l'important, de satrapies dans ce cas, de l'important et des petits, plus le système iranien d'aller vers l'est, vers le couchant d'été, et puis vers l'ouest, tout en ayant la Perse, Babylone et Perse au milieu. J'avais 2 questions pour les Égyptiens, en ignorante totale. Donc, vous avez parlé de nord, sud, ouest, ouest. Est-ce qu'ils pensaient comme ça ou ils pensaient en termes de nord-ouest, nord-ouest, voilà, c'est-à-dire, je veux dire, couchant d'été, couchant d'hiver, et le vent d'été, le vent d'hiver? Oui, alors. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et deuxième question, parce que vous avez parlé des continents et vous avez montré qu'il y a quand même quelque chose, c'est des directions Asie, Afrique pour nous, enfin, et comment ils conceptualisaient ces 2 parties du monde pour les Grecs? Pour les Grecs? Non, c'est-à-dire il s'agit pour les Grecs des parties du monde, d'Europe, Asie, oui. Et vous avez montré Orient et Occident chez les Égyptiens. Est-ce qu'ils avaient un vrai partage? Comment ils se voyaient?
Et en pensant à Hérodote, parce qu'Égypte pose problème, c'est-à-dire il n'est ni Afrique ni Asie, mais au milieu. Oui, alors, un petit mot d'abord sur la statue de Chouch. Je ne dirais pas comme vous, je dirais que c'est une statue perse qui utilise le système égyptien à l'intérieur du système perse. C'est pas un en plus, c'est bon. Et c'est bien conçu comme tel. D'ailleurs, il suffit de voir à quelle position est l'Égypte, hein, complètement dégagé. On n'en parle plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Darius, qui ne manquait pas de système de représentation du monde, a choisi d'utiliser celui-là. Alors un peu aussi pour montrer que c'était lui le patron. Hein. Parce que c'est quand même une façon de montrer à l'Égypte que, hein, bon, parce que ça n'a pas été sans mal. Hein. La première domination perse, ça n'a pas été un grand succès, et la deuxième, ça s'est mal terminé aussi. Et comme par hasard, comme par miracle, c'est l'époque où la littérature égyptienne développe les grandes épopées, la cuirasse d'Inaros, etc., qui fait vraiment un tabac énorme avec ces Perses sur lesquels on tape le plus possible. Donc je pense qu'il y avait cette préoccupation chez Darius. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il a adopté le système quand même comme étant un système valide et fonctionnant. Alors, l'orientation, oui. L'orientation, c'est celle du Soleil, hein, de toute façon. Elle varie, mais tous les Égyptiens n'étaient pas astronomes et pour eux, ça n'avait pas une énorme importance. Disons, l'orientation importante, c'est celle du fleuve. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, le point cardinal le plus important, c'est le sud. C'est l'origine du fleuve. À telle enseigne que pour eux, l'Euphrate, c'était le fleuve qui coulait à l'envers. Donc on voit bien qu'on est là, c'est Moukhed, hein, l'eau inversée, on voit bien qu'on est là dans un système de référence, et que le point de référence, logique, c'est la source du Nil, parce que c'est l'origine de la vie du pays, etc. L'autre question, c'était... C'était pour les continents. Ah, les continents. Alors ça, non, là, il faut... J'adore les Égyptiens, mais il ne faut pas quand même leur en prêter trop. Hein. La notion de continent, je ne vois pas comment ils auraient eu les moyens de l'aborder. Pour ça, il fallait déjà avoir fait le tour de l'Afrique. Donc, tant qu'on n'a pas fait le tour de l'Afrique, on n'a pas le droit de parler. La notion de continent, je n'y crois pas. En revanche, l'origine africaine, oui. C'est-à-dire que la terre d'Afrique, ce qui n'est pas le Sinaï, hein, jusqu'au Sinaï, c'est la terre d'origine de l'Égypte. Ce qui explique que vous avez le plus grand nombre d'appellations qui fonctionnent sur la terre africaine. L'autre a toujours été, le Sinaï a toujours été une terre, je ne dirais pas de conquête, mais ça a été une terre extérieure. Alors vous le voyez, quand vous voyez les implantations cultuelles, Serabit al-Khadim, etc., qui est liée à l'exploitation minière, d'abord. C'est tous les travaux de Pierre Tallet actuellement qui a montré, en travaillant sur les inscriptions rupestres, qui a vraiment montré que depuis le Rusden, on a... alors c'est une terre qu'on ne conquiert pas, car on l'occupe temporairement. On passe. Alors c'est très amusant parce que y a les autres, il y a les Bédouins, qui eux, le reste du temps, vivent là. Alors chacun marque un peu le territoire. C'est la question du proto-sinaïtique qui là aussi a suscité beaucoup de bêtises, où en fait on a des jeux de marques d'appartenance différentes. Donc pour les Égyptiens, la partie asiatique, parce que le Sinaï c'est une partie asiatique, n'est pas une partie d'occupation permanente, c'est pas une partie intégrante de l'Égypte. C'est pour ça que j'ai parlé de continent. Mais je suis d'accord avec vous, le terme est abusif. Parce que ce n'est pas le côté continent africain, mais c'est la séparation. En plus, il faut bien voir que les mouvements de population qui ont contribué à la constitution du fonds égyptien sont secondaires. Tout ce qui vient du monde sémitique, et enfin asiatique, est secondaire par rapport... Les Africains, ils viennent des zones semi-arides. Ils descendent. C'est exactement... C'est au moment de la sahélisation, vous avez un mouvement qui se fait vers les grands fleuves. Du côté de l'Égypte, ça fonctionne comme ça. C'est la même chose au Mali. Vous avez la culture Bani, par exemple, c'est la même chose. Donc le côté asiatique est second. Mais c'est nous qui l'avons rendu prégnant, parce que les premiers philologues, les linguistes qui ont travaillé, venaient du monde sémitique. L'égyptologie est née de gens formés
aux langues sémitiques, et pas du tout. Et pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, la tendance était d'aller chercher des sources bibliques en Égypte. Alors, je ne condamne pas, hein, mais c'est une orientation, et quand on voit les descriptions de la langue, la référence, ce sont les langues sémitiques. Il faut attendre beaucoup plus tard pour qu'on introduise une réflexion vers les langues africaines, simplement parce que l'étude de ces langues est beaucoup plus complexe, et la notation n'existant pas, il y a toutes sortes de difficultés. Mais toutes les bagarres autour du capitaux sémitique qui ont fait les beaux jours des écoles de linguistique, ça vient de là, en fait. Enfin bon, mais ça, c'est une autre histoire. Ma question partait seulement de ce problème qui a existé toujours dans la géographie grecque, dans la division en trois parties du monde. La frontière entre l'Afrique et l'Asie est problématique étant le Nil, parce que les Égyptiens se trouvent au milieu d'un gros problème, d'où la division sur Suez à partir d'Eratosthène. Mais ça, c'est un problème grec. C'est un problème grec, voilà. C'est pas le mien. Mais il y a quand même dans vos cartes deux orientations. Je suis bien obligé. C'est deux séries de peuples. Je ne peux pas faire autrement, parce que ça correspond à une réalité ethnique. Je ne peux pas... alors en plus, c'est compliqué, parce que toute la zone de Syro-Palestine au 3e millénaire n'est pas ce qu'elle sera après. Hein. Donc on est dans des populations qui ne sont pas les mêmes que celles avec lesquelles on va traiter au 2e millénaire. Donc c'est loin d'être... Vous savez, actuellement, j'ai la chance, oui, je dis bien la chance, de diriger une thèse faite par une jeune collègue italienne sur les transcriptions en hiéroglyphes égyptiens des toponymes ouest-sémitiques. Quelle joie! Qu'est-ce qu'on rigole! C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. C'est là où on se rend compte de la difficulté de communication qu'il y a. On se rend compte qu'on est dans deux mondes complètement différents. Je peux vous assurer qu'un gosier ouest-sémitique avec les Égyptiens a du mal, et le gosier égyptien avec le ouest-sémitique aussi. Hein. C'est absolument invraisemblable. Moi, je pensais naïvement qu'on allait trouver des terrains communs. Aucun. Absolument aucun. Donc, c'est compliqué. Hein. Oui? Autre question? Profitez. Donc, on met en discussion les familles de langues. Pardon? C'est-à-dire, vous pensez qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. Donc, est-ce qu'on remet en discussion, vous savez que pour les Indo-Européens, maintenant on remet en discussion les questions, est-ce qu'on fait de même pour les familles sémitiques et sémito-amites? Il faut voir que de toute façon, vous aviez toujours un truchement, il y avait toujours un traducteur. Alors, il y avait certainement des gens qui parlaient les langues, quand même, il n'y avait pas... on parle tous plusieurs langues, hein, et en particulier tous ceux qui avaient affaire au Levant, qui commerçaient, ils parlaient plusieurs langues. Si vous reprenez Ounamon, quand il va voir le prince de Byblos, il ne lui parle pas en hiéroglyphe. Hein. Bon, donc ça non, je ne veux pas dire oui, ce qui est très, très compliqué, parce qu'il faut... Mais si vous voulez, il y a une communication spécialisée en quelque sorte. Les voyageurs, les commerçants, mais la langue officielle, non, ça passe pas. Il n'y a pas. Et je pense que Pharaon, toute Mos Histoire passant à Arcata, on l'aurait pas compris. Pardon, merci pour votre exposé. Une question assez naïve. Je peux me l'excuser. Ce sont mes préférés. Non, c'est que comme vous parlez beaucoup de faites allusion à l'Afrique, et je pense au travaux de Cheikh-Anta Diop, et je voulais vous demander, et justement, vous êtes bien tombé. Comment en fait, voilà, vous nous tournez un petit peu vers l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, mon idée était de faire un exposé scientifique. Oui, justement, est-ce que vous pouvez faire... Le Black Athens, c'est pas mon truc. Non, j'ai bien connu le vieux cher, qui n'avait d'autre intention que de mettre la pagaille. L'idée étant extrêmement simple, c'est ce que vous avez dans Black Athens, hein, c'est prouver que les Africains il y a une antériorité africaine qui permet de récupérer les grandes civilisations. Alors il se trouve que pour mon malheur, j'ai été amené à siéger dans 2 jurys de thèse au Sénégal, à Dakar, dans l'université aujourd'hui Cheikh Anta Diop. L'une avait pour objectif de démontrer que les Peuls sont des Égyptiens. L'autre avait pour but de démontrer que les Wolofs sont des Égyptiens. Alors, je ne vous parlerai pas de la seconde parce que j'ai été beaucoup moins gentil. La première a duré 11 heures, la soutenance.
en pleine chaleur de fin juillet, avec mon maître Leclan qui était subclaquant à côté, sans boire, sans pisser, enfin bon, bref. Et c'était des disciples de Cheranta Diop. Et donc l'impétrant avait des raisonnements un petit peu curieux, en particulier à un moment il expliquait que les Peuls se font enterrer dans des pyramides. Alors, pas besoin d'être très intelligent pour savoir que les Peuls se font brûler sur des claies, donc ils se font brûler. Ça a toujours été comme ça. Donc c'était moi le méchant dans cette soutenance. Donc à un moment je lui dis mais on n'a pas retrouvé les pyramides. Et là le type me regarde droit dans les yeux, justement rien ne contredit ma théorie. Alors je me suis cru malin, et je me suis dit je vais développer une parabole. Et je commence à dire, alors il y avait 3 rangs de féticheurs qui étaient au milieu de l'amphi et qui me jetaient des regards pas aimables. Et alors je dis, voyez, en Égypte, on n'a pas retrouvé de fil télégraphique qui peut faire voir. On n'a pas retrouvé de poteau non plus. Je dis, donc les Égyptiens, les anciens Égyptiens, connaissaient la télégraphie sans fil. Et là, je vois tout l'amphi qui fait. Autrement dit, c'était pas gagné. Alors, j'ai connu le Cher, j'ai connu aussi ses élèves, j'ai même fait mes études avec l'un d'eux. Qui a fini ministre des PDT, et je dois dire que c'est aberrant. C'est absolument aberrant. Ça ne tient pas la route un seul instant. Que l'on puisse spéculer sur une origine commune pré-sahélienne de ces populations, ça peut, on peut penser. Mais là, non, ils prennent avec la valise, le parapluie, et puis ils traversent pour aller s'installer au Sénégal. Ça n'a aucun sens, absolument aucun. Et malheureusement, ce sont des choses qui trouvent un écho dans le public, parce que ça a un côté justement comme ça. Puis en même temps, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut montrer que les universitaires sont des crétins. C'est le plus grand plaisir, montrer que les spécialistes n'y connaissent rien. Et alors, bon, inutile de vous dire que le service des thèses du Sénégal passant par le centre de Ouagadougou, où à chaque fois que cet homme a voulu candidater à un poste de prof, on demandait le rapport de thèse que j'avais rédigé moi. Donc, il n'est jamais devenu prof. Hein. Jamais. Et Dieu merci, parce que ça n'avait absolument aucun sens. C'est d'ailleurs désespérant, parce que nous avons des... Enfin, il se trouve, je dis nous, je travaille aussi avec les affaires étrangères, et nous avons des programmes de coopération avec l'Afrique occidentale, et en particulier avec le Sénégal. Et nous essayons de construire des coopérations universitaires solides. C'est pas évident. Il y a des domaines dans lesquels on sait que... Donc ma réponse est très négative. Ah, je vous fais fuir, pardon. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une, mais... Je t'en prie. Il se trouve que... j'ai pu écouter récemment un jeune doctorant chinois qui travaillait justement sur les changements de représentation de l'espace géopolitique de l'Empire Han. Voilà. Et donc, il montrait qu'il y a eu un moment où les lettrés confucéens, qui avaient une certaine représentation de l'espace qui n'avait vraiment rien à voir avec celle de l'Occident, ont converti leur représentation lorsque sont arrivés en particulier les missionnaires protestants. Donc il y a eu un changement. Et donc moi la question que je me pose, c'est quand et comment s'est fait le changement, s'il s'est fait en Égypte. Alors tu as dit que la représentation était celle du pouvoir royal. Donc la question a été posée, est-ce que c'est la représentation des gens dans le quotidien? Bon, ça apparemment, c'est pas. Il y a bien eu un moment où les pharaons grecs, est-ce qu'ils ont refait les petites, comme ça, les petites stèles? Rien du tout. Non, alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, le fait de savoir l'impact dans la population de tous les jours, on ne l'aura pas au niveau de la théorie d'ensemble. Mais on voit bien que dans la vie quotidienne, les Égyptiens ont des pratiques qui correspondent à cette vision d'ensemble. Ils ont
quelques petites briques de la construction. Donc c'est un signe assez clair qu'ils ne remettent pas en cause la théorie. Donc ça c'est une chose. La modification, alors j'ai pas parlé des Romains, je vais quand même en parler un peu, parce que je vais finir par avoir honte. Moi je vous conseille d'aller à Tivoli et de voir le canop de la Villa Adriana. Et le canop de la Villa Adriana, c'est une réduction de l'univers. Hein. C'est l'univers avec les sources du Nil, la Méditerranée, etc. C'est exactement la transposition architecturale de la vision des Égyptiens de l'organisation du cosmos. Alors c'est bien qu'Adrien avait des raisons, il avait son petit ami, tout ça. Bon, tout ça, c'est compliqué. Il a fait toutes sortes de raisons de vivre à l'égyptienne, mais on se rend compte quand même, on est tard, pour nous, extrêmement tard, de la résilience de cette forme égyptienne de présentation du monde. Et quant aux Grecs, les pharaons grecs et romains, ils ne changent rien. Ils se coulent dans le moule totalement. Alors, les scribes devaient pas mal rigoler. À Esna, par exemple, on a dans le temple, donc Esna, le temple est d'époque romaine, hein, on a le cartouche du pharaon régnant. Mais le pauvre type qui travaillait au sud de l'Égypte, il savait même pas quel était le pharaon, l'empereur régnant à Rome. Puis en plus, il succédait, tout ça. Et donc, il laissait le cartouche vide, en disant, un jour, on va me renseigner, je vais mettre... Et il y en a même qui a dit, non, celui qui règne à Rome. C'était plus simple. Il n'était même pas personnalisé, même pas individué. C'est-à-dire que le système a continué à tourner totalement, tout seul, dans son coin. Et les Grecs, comme les Romains, n'ont pas du tout cherché à entrer dans le système. Ils ont utilisé le pays, le grenier à blé, c'était absolument extraordinaire. Ça marchait tout seul. Et en fait, les temples ont continué à gérer le pays pour laisser la place aux monastères jusqu'à la conquête arabe. Donc on n'a pas... c'est un fixisme de fait, mais en fait je pense que ça n'a pas intéressé ni les Grecs, ni les Romains, qui venaient, eux, avec leur conception bien claire, bien précise. Ils étaient engagés dans des réflexions sur l'ordre du monde qui ne pouvaient pas concerner les Égyptiens, parce que les systèmes de référence sont complètement différents. Il aurait fallu faire table rase. Mais pour ça, il aurait fallu changer le régime politique, il aurait fallu tout changer, et probablement la domination n'aurait pas tenu. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même une modification de la société égyptienne à partir des Ptolémées, non, mais... alors au moins dans des enclaves, et qui fait qu'on se sent quand même plus proche du monde occidental, évidemment du monde grec et du monde occidental. La société, oui, mais les fondements, non. Oui, c'est-à-dire que il faut voir aussi qu'est-ce qu'on appelle la société. C'est la société alexandrine. Est-ce que c'est les Syracusaines où on entend les Doriennes qui sont en train de plataner dans leur coin? Ça, c'est une société un peu en trompe-l'œil. Mais on l'a bien vu avec les travaux de Jean-Yves Empereur. À un moment où il me dit, je viens de trouver une porte de chapelle solaire intacte au nom de Ramsès. Ouais, c'était un décor. Donc les gens évoluaient. Alors, est-ce que c'est un changement? Ou est-ce que c'était une façon d'avoir une vision un peu exotique de ces gens qui venaient de toute la Méditerranée, qui avaient un brassage absolument énorme? Je pense que c'est une société grecque qui évolue, elle, au contact de la terre d'Égypte. Mais la société égyptienne, c'est-à-dire le fellah qui est perdu au coin de son champ, il n'en a aucune idée, il ne bouge pas. D'ailleurs, d'où le déclin des grandes capitales, le déclin de Thèbes, le déclin de Memphis, simplement parce que ça ne correspond plus à une réalité. La réalité, elle est dans les temples, elle est plus politique. Dès que l'ossature politique tombe, il n'y a plus. Ce sont les synodes qui règlent la vie du pays. Donc, je dirais qu'il n'y a pas... Je ne veux pas dire que ce soit étanche, mais il est clair que on ne joue pas la même partie. Donc les uns vont leur voie. Et quand on voit la société intellectuelle grecque à Alexandrie, elle est à un niveau extraordinaire. Mais grec. Hypatie, ça devait être un personnage fabuleux. Mais grec. Et pas du tout... et on voit même dans la question des bibliothèques. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est pas une bibliothèque égyptienne. Hein. Et les bibliothèques, nous, on a des catalogues, on voit bien, ça n'a absolument rien à voir. En revanche, des gens que j'aimerais bien connaître, c'est les scribes des derniers temples. Ceux-là,
Ils avaient une culture, mais c'est phénoménal quand vous voyez ça. Tu veux dire les scribes égyptiens? Ouais, c'est ce qui est égyptien. Je suis pas sûr qu'ils connaissaient Platon, mais parce qu'il y a quand même des... Juste encore une question, si c'est terminé. Ah, pour Pascal. C'était à propos, peut-être qu'il y a un domaine où on voit une tentative, je ne sais pas si de dialogue, mais en tout cas de juxtaposition des deux savoirs à l'époque hellénistique et romaine en astronomie et astrologie. Quand on a ces zodiaques bilingues entre grec et égyptien, qu'est-ce que vous en pensez? Zodiaque bilingue? Oui, c'est-à-dire des choses comme on a par exemple au musée de Saint-Germain en laye ici, vous savez, ces plaques en ivoire et donc, les deux zodiaques assemblés. Les Égyptiens ne sont pas les meilleurs astronomes et ni astrologues. C'est pas une spécialité locale. Si vous prenez le zodiaque de Dara, tout le monde connaît bien, c'est une référence religieuse et mythologique. C'est pas du tout de l'astronomie. Il y a plusieurs études qui sont parues, oui, qui essaient de démontrer, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu une interpénétration. Je ne pense pas. Pas du côté égyptien. Alors du côté grec, oui, il y a un intérêt, il y a tout ce qu'on veut. Oui. Tu disais quelque chose? vous allez clore. Oui, on va remarque pertinente. Non, je voulais... je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, j'ai oublié. Non, moi, j'avais en fait des remarques sur aussi le regard des Romains vis-à-vis de l'Égypte, parce que j'ai eu l'occasion de travailler un tout petit peu sur les Isiaques. Et là, bien évidemment, c'est tout à fait un regard différent. Mais c'est vrai qu'à Rome, les Isiaques sont finalement perçus d'une manière différente de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et c'est en lisant John Shade que j'ai réalisé que, par exemple, la destruction des hôtels Isiaques sur le Capitole en 59 avant, en fait, c'est pas du tout parce que les Isiaques embêtaient tout le monde, mais c'est parce que c'était... on va dire le culte des populares, et que c'était leur public qui était menacé. Donc là, c'est un regard différent. Comme le Senatus consulte des bacchanales, c'est un truc politique, c'est pas autre chose. Comme d'ailleurs les représentations de scènes nilotiques, qui sont finalement à Rome. Non, mais ça, une vision très partielle et très romaine. Mais ça, moi, je ne traite pas le regard des Romains sur l'Égypte. Ma feuille de route, c'était le regard de l'Égypte sur le monde extérieur. Donc, je vous les laisse. À vous. Non, parce que ça, c'est un autre sujet. Et un vrai sujet, bien évidemment. Mais ça, c'est pas ce qu'on m'a demandé. Pour finir, juste parce que j'ai lu une de vos conclusions, Madame Dupont, avec l'expression que j'ai beaucoup aimée, altérité incluse. Et c'est vrai que ça pourrait être l'occasion d'un débat complémentaire sur ces questions-là. C'est pas dans la feuille de route non plus. Non, mais les communautés étrangères en Égypte vivaient fort confortablement, mais elles vivaient à leur manière. Alors, on voit à Deir el-Médine, où on a des artisans qui viennent de tout le Levant, ils fonctionnent en petits ghettos, en fait. Et il n'y a pas rien ne pèse dessus, mais ils continuent, ils peuvent avoir leur culte propre, etc. Comme ça a été toujours le cas. On peut penser à la communauté juive d'Éléphantine. Ça a toujours fonctionné, et c'était encore le cas. Moi, j'ai connu une Égypte où il y avait encore des communautés qui vivaient les unes à côté des autres. Mais c'est pas, on va dire que le fait de pouvoir laisser cohabiter plusieurs communautés fort différentes les unes à côté des autres, c'est une forme de convivialité, mais c'est pas forcément une reconnaissance de la nature profonde de l'autre. Voilà. Ça, c'est pas toujours très bien passé. À Alexandrie. Ah, mais ça s'est même très mal passé. Ça s'est très très mal passé, mais ça, il y a beaucoup plus de morts que de vivants dans l'histoire. Peut-être que tardive, à moins qu'il y ait vraiment une question qui ne peut pas ne pas être posée. Bon. Merci d'avoir surmonté tout. Merci à vous.